très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Effectivement, nous sommes dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va prendre du recul, on va prendre de la hauteur, on va parler science, on va parler bien sûr agriculture, en compagnie de Grishka Bogdanov. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Ouais. Alors, vous êtes ici au Salon de l'Agriculture, mais vous connaissez bien le monde agricole. D'après ce que je crois savoir, vos grands-parents étaient dans le Gers, avaient une ferme, votre père même. Ma grand-mère venant d'Autriche a décidé de s'installer donc en Gascogne, y a acheté une belle propriété et nous avons eu la chance de naître donc au milieu des champs et de les cultiver pendant très longtemps. On a été vraiment impliqués dans la terre. On a compris ce que sont les saisons, ce qu'est le travail de la terre, ce que représente une récolte, ce que représente l'effort, mais aussi la joie d'être en contact avec non seulement évidemment le monde végétal, mais aussi le monde animal qui est si bien représenté ici. Donc oui, c'est vrai que c'est pour nous quelque chose dont nous ne nous séparerons jamais, ni dans la mémoire, ni même dans l'avenir. Alors, est-ce que vous savez que l'agriculture, c'est quelque chose d'un peu métaphysique? Il y a 30 cm d'épaisseur tout autour de la terre qui permet quand même de générer la vie. Les agriculteurs sont ceux qui travaillent ces 30 cm d'épaisseur de terre. C'est peu quand même 30 cm. Alors certains en ont 2 mètres, d'autres en ont malheureusement beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a dans ce métier d'agriculteur une capacité à faire germer la vie. Mais bien sûr, en réalité, l'agriculteur est quelqu'un qui participe à quelque chose de presque métaphysique. C'est un geste qui se renouvelle chaque saison, et à partir de quelque chose de minuscule, une petite graine, comme par exemple ici, un maïs ou bien un grain de blé, eh bien on va faire jaillir évidemment non seulement des choses qui sont extraordinaires, indispensables à la vie de tous les jours, mais en plus qui embellissent non seulement le paysage, qui embellissent la vie de toujours, mais aussi la vie quotidienne, mais aussi la vie du monde de demain, puisque l'agriculteur est celui qui prépare les nouvelles technologies. On est aujourd'hui en lien avec des technologies qui sont ancestrales, mais d'autres nous portent vers le monde de demain. Qu'est-ce qui vous énerve le plus aujourd'hui? Peut-être dans l'image, souvent on critique les agriculteurs, on critique justement la modernité de l'agriculture. Qu'est-ce qui vous énerve? En réalité, ce qui est extraordinaire chez l'agriculteur, c'est sa capacité à conserver les traditions. Moi, ce qui me paraît parfois très triste, c'est le fait que l'on dise que, c'est ce qui avait été annoncé par Mendras, sans doute vous en souvenez-vous, dans un livre qui s'appelait La fin des paysans, c'est qu'on annonce la fin de cette tradition de la vie agricole, de la vie du paysan. En fait, aujourd'hui, il y a heureusement des gens qui résistent à cela et qui font que la technologie, même si elle est indispensable, elle reste verte, elle reste respectueuse de l'environnement, elle reste respectueuse de la terre. Je pense que l'agriculteur de demain sera celui qui aura su réaliser cette synthèse entre le passé et l'avenir. Mais Grishka Bogdanov, vous êtes l'homme du futur, vous êtes justement tourné vers le progrès. Et le monde agricole, on a l'impression des fois qu'il est prisonnier d'une image passéiste. Le futur de l'agriculture, ce n'est pas que les traditions. Oui, non, mais vous savez ce que disait le grand philosophe Nietzsche, celui qui veut aller vers l'avenir doit avoir la mémoire longue. Et la terre, elle a ses propres rythmes, elle a ses propres contraintes, et ce sont ces contraintes qui sont comprises depuis maintenant très longtemps par les paysans, je les appelle comme ça, ou les agriculteurs, qui comprennent qu'il faut respecter le monde dans lequel ils vivent et travaillent dans ces contraintes fondamentales. Et aucune technologie n'est susceptible à un moment de violer, ou ne devra être susceptible de violer ces contraintes. Alors, vous avez édité un livre, vous avez écrit un livre qui s'appelle 3 minutes pour comprendre le Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au tout départ? Alors, au tout départ, justement, quand on parle du Big Bang, le Big Bang, c'est quoi? C'est une explosion primordiale à partir de quelque chose de très petit. On part, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, maintenant le chiffre est extrêmement précis, d'une particule qui est, on va dire, 1 milliard, 2 milliards de fois plus petite que le noyau d'atomes d'hydrogène, qui est la plus petite particule élémentaire dans notre monde à nous. Donc on part de quelque chose qui est minuscule. Et cette chose minuscule, tout à coup, elle va se détendre, elle va commencer à exploser, si on peut dire, dans un espace qui n'existe pas encore et qui va évidemment accueillir cette explosion, cette expansion primordiale. Il faut penser que cette particule, au départ, elle a une température extrêmement élevée. Elle est de 10 puissance 32 degrés. Alors la puissance 32 degrés, ça veut dire 1 est suivi de 32 zéros. Donc
c'est 100 000 milliards, 2 milliards de degrés. Et cette particule primordiale, pendant ses premières minutes, on va dire ces premières dizaines de secondes, elle va fabriquer d'autres particules. Et en particulier, et c'est là où c'est miraculeux, toutes les composantes de ce qu'on appelle l'hydrogène, c'est-à-dire au fond, c'est la masse la plus importante aujourd'hui, 98% de la masse de l'univers, a été fabriquée dans ces 3 premières minutes d'expansion primordiale. 3 premières minutes pour fabriquer donc entre l'instant zéro du Big Bang et la 3e minute, 98% de la masse de l'univers. Vous voyez que la première particule en question a été en quelque sorte si bien ajustée qu'elle est arrivée à fabriquer 98% en 3 minutes. Alors dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai appris en cours de physique notamment, E égale mc2, donc au départ il y avait, ou il y a maintenant encore, de l'énergie, de la masse, mais au tout départ, dans les millisecondes du départ, donc juste après le Big Bang, il y avait surtout de l'information. C'est-à-dire qu'en réalité, la grande question qui se pose, c'est, puisqu'on parle du Big Bang, on dit que le Big Bang c'est un jaillissement d'énergie il y a 13 milliards et 820 millions d'années, ce qui est troublant, c'est de constater que cette énergie, elle jaillit dans le vide. Mais la grande question qui est ouverte et que les scientifiques commencent à se poser aujourd'hui, c'est d'où vient cette énergie? Puisqu'on parlait tout à l'heure d'une température de 10 puissance 32 degrés, d'une énergie de 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Vous voyez ce que c'est des milliards de fois plus que tout ce qu'on peut imaginer à une telle échelle. Eh bien, cette énergie, elle se déclenche dans le vide il y a 13 milliards et 820 millions d'années. La grande question qui se pose, c'est d'où vient-elle? D'où vient l'énergie en question? Quelle est son origine? Pourquoi est-ce qu'elle jaillit dans le vide? Et à cette question, on doit répondre d'une manière assez rationnelle en disant finalement que, puisque la matière commence un instant qu'on appelle l'instant de Planck. Vous savez, l'instant de Planck, c'est le moment du Big Bang, mais ce n'est pas l'instant zéro. C'est un instant qui est très petit, que les physiciens ont calculé, et qui est de l'ordre de 10 puissance, moins 43 secondes. Donc, on sait que ce n'est pas l'instant zéro. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose nécessairement avant. Alors maintenant, suivons le raisonnement. Puisqu'on dit que la matière naît au moment du Big Bang, c'est-à-dire donc à cet instant de Planck, 10 moins 43 secondes, que c'est l'énergie et la matière qui jaillissent à ce moment-là, alors, nécessairement, avant, il n'y avait pas encore de matière. Et quand on dit qu'il y a quelque chose d'immatériel avant le Big Bang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Il n'y a que dans cette immatérialité ce qu'on appelle de l'information. Alors là, je vais prendre un exemple que tout le monde peut évidemment comprendre, et surtout ceux qui se préoccupent ici de la vie agricole. Avant, par exemple, de voir jaillir un épi de maïs, avant cet épi de maïs, il y avait quelque chose d'autre que on appelle en biologie un code génétique. Le code génétique, c'est de l'information. C'est-à-dire que avant d'être épi de maïs, il y avait donc cette inscription génétique avec des milliards d'inscriptions codées. Eh bien, ce code génétique, il précède la naissance de cet épi de maïs. De la même façon, et c'est vrai pour tous les êtres vivants, hein, de la même façon, le moment du Big Bang où jaillit l'univers, où jaillit la matière, est précédé d'une information qui ressemble un petit peu à un code, on va dire un code cosmologique, l'équivalent du code génétique pour l'univers. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait l'énergie et la matière, il y avait le plan du monde quelque part décrit dans une petite particule, enfin dans un code, on ne sait pas si une particule. Dans un code, alors c'est avant les particules. Si vous voulez, le dessin de cet épi de maïs, par exemple, c'est vrai que c'est extraordinaire. Là, on voit, ils sont bien rangés, tous les grains de maïs sont bien rangés selon des lignes. Là, c'est comme s'il y avait un plan qui avait effectivement permis le dessin de cet épi de maïs. Mais de la même façon, l'univers, lui, il est précédé de quelque chose qu'on appellera un code cosmologique, donc une information qui correspond un petit peu à un plan. Un plan qui, d'un point de vue numérique, d'un point de vue algébrique, d'un point de vue géométrique, détermine les propriétés de l'univers au moment où il va apparaître sous une forme physique et matérielle. Et si on regarde bien aujourd'hui, en fait, on est dans une forme de... On retourne vers l'information, de plus en plus de business sont virtuels, on le voit avec tout ce qui est sur Internet aujourd'hui, Facebook, tout ce qui est Amazon, les ventes se font aujourd'hui sur Internet. Est-ce qu'on va de moins en moins de l'énergie et la matière vers une forme de virtualisation?
Ben, en fait, Est-ce qu'on fait le chemin inverse? la civilisation humaine a traversé 4 étapes. La civilisation de la première vague, c'est ce qu'on appelle le monde agricole, justement, où on se contentait de cultiver un bout de terre. C'était il y a très longtemps, il y a des dizaines de milliers d'années, à l'ère qu'on appelle le paléolithique. Ensuite est arrivé vers 1785, 86 et puis 1803 en France, 86 en Angleterre, la civilisation de la seconde vague. C'est le secteur secondaire, c'est l'industrialisation. Alors les biens industriels, ils ont dominé, en tout cas l'activité industrielle a dominé l'humanité pendant pratiquement 200 ans. En troisième lieu, à partir des années 50, donc du XXe siècle, est apparue une civilisation de la troisième vague, le secteur tertiaire, ce qu'on appelle les services. Ça a duré quelques dizaines d'années. Et à partir de la fin des années, disons 80-90, a émergé la civilisation de la quatrième vague, qui est la vague de l'information. Et nous sommes entrés, depuis la fin du XXe siècle, dans une ère nouvelle, qui est l'ère de l'information. Aujourd'hui, on fabrique de plus en plus d'informations. On est ici dans une enceinte où on est dans de l'information. Même ce salon est structuré, évidemment, par des informations beaucoup plus grandes qu'il y a encore quelques dizaines d'années, au moment où est né le salon de l'agriculture. C'est vrai que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dominé par l'information, où la virtualité prend de plus en plus d'importance. Mais c'est très créateur. Il faut savoir, par exemple, que le savoir scientifique dont on parle double aujourd'hui chaque année. Chaque année, on sait 2 fois plus de choses que l'année précédente. Et bientôt, il doublera tous les 6 mois. Donc, le nombre d'informations qu'on fabrique, qu'on consomme et qu'on est capable, évidemment, d'utiliser pour le bien de tous et qui vont transformer, évidemment, l'humanité, c'est un accélérateur formidable et c'est ce qui va nous permettre, probablement, vers les années 2030, de résoudre beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui posés à l'humanité d'aujourd'hui et qui trouveront une solution grâce à cette entrée dans le monde de l'information. Moi, je suis très optimiste. Alors, si on est à la limite un peu avec Temps X, la science-fiction, est-ce que vous partagez l'avis de certains médecins, notamment dans des rencontres qu'on appelle TEDx? Il y a un médecin, un spécialiste qui dit « Certainement, les plus jeunes d'entre nous, peut-être, connaîtront l'immortalité. » Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est de l'intox? Alors, nous sommes face à un défi que les biologistes et bientôt les médecins seront capables de relever. En définitive, j'ai rencontré il y a quelques jours, j'étais avec Igor à un congrès où nous étions donc en Suisse, face à un médecin qui a dit quelque chose d'extraordinaire. C'est le professeur de Gégère, donc qui est bien connu parce que c'est un des leaders dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences et technologies de la grande longévité. Écoutez bien le slogan, hier vieux à 80 ans, demain jeune à 150. Donc, alors l'immortalité, probablement pas, parce que c'est un phénomène biologique qui est encore très rare dans la nature, bien qu'il existe. Je le dis, puisqu'on parle dans le monde agricole, on parle d'animaux. Il existe aujourd'hui une méduse qui s'appelle Nutricula turritopsis, qui est une toute petite méduse, mais qui vit quelque part dans les eaux australes. Eh bien, cette méduse a été décrétée, vous pouvez le vérifier sur Internet, comme étant le premier organisme virtuellement immortel. Ça ne veut pas dire qu'il ne meurt pas quand il est avalé par des prédateurs, mais malgré tout, il a un cycle de vie qui recommence à chaque fois qu'il a atteint une certaine sénescence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stade de la vieillesse, eh bien, il rembobine le film à l'envers et il repart pour un nouveau tour. Donc, virtuellement, cette méduse est immortelle. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est capable, et on sera capable surtout demain, d'allonger la vie de manière très très importante. Mais attention, il ne s'agit pas évidemment de rajouter de la vie aux années pour créer une sorte de vieillesse étendue et perpétuelle. Pas du tout. Il s'agit de créer une sorte de grande jeunesse, une grande longévité. Et les biologistes sont à peu près d'accord pour dire que d'ici 20 ans, on aura atteint en définitive cette maîtrise-là. Beaucoup d'optimisme, donc tout un programme pour le futur. Vous avez écrit 3 minutes pour comprendre la théorie du Big Bang. C'est paru au Courrier du Livre. C'est un livre simple. Hein. Là, on se pose effectivement des questions qui sont un petit peu générales, mais dans notre livre, on s'est efforcé de rendre accessible à tous cette immense théorie qui est celle du Big Bang. Et on l'a illustré évidemment par plus de 1200 images. Donc avec les images, on peut comprendre évidemment beaucoup plus de choses que par le texte.
On a rajouté un CD qui permet là aussi d'entendre, par exemple, le bruit du Big Bang, la voix d'Einstein au moment où vous parliez tout à l'heure de E égale mc carré, mais on entend sa voix au moment où il explique à ses étudiants E égale mc carré. Donc grâce à ça, on comprend beaucoup de choses. Grishka Bogdanov, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission ici en direct du Salon de l'Agriculture. On peut l'applaudir. Merci, merci. Merci à tous.